Bonjour tout le monde. Je voudrais solliciter votre indulgence. S'il y a un coup de route, il y a quelques petits désagréments avec ma voix. Je sais que vous allez tous accepter d'avance parce que vous savez de quoi il s'agit. Je voudrais d'abord remercier le monde des affaires. Il s'est mobilisé pratiquement 24 heures de temps. Ce matin, lorsque mon protocole m'a dit qu'ils ont voulu prendre une salle de 200 places, j'ai dit, bon, vous cherchez un autre orateur, en tout cas, moi je n'irai pas dans une salle de 200 places. Parce que le monde des affaires malien que je connais n'a pas besoin de quelques heures pour venir en grand nombre écouter ce qu'on doit leur dire. Bon, heureusement que je crois que le protocole s'est entendu avec les organisateurs. C'est moi qui ne me suis pas trompé finalement, c'est eux qui sont trompés. Je voudrais vous saluer de façon spécifique. Vous savez, dans les pays, dès que nous avons pris fonction en juin 2021, directement à la suite du discours d'orientation du président, où il nous a donné des instructions, j'avais dit qu'il faut aller vers une transition de rupture, pendant que peut-être d'autres cherchaient la rupture de la transition. La transition de rupture, c'est dans tous les domaines. Les hommes sont naturellement réfractaires au changement. Partout, chaque fois que vous voulez changer, il y a la résistance sur soi-même. Sans le changement, on ne peut pas avancer. Il fallait donc rompre la façon de gérer, avec la façon de gérer. Parce que dans d'autres pays, notre président nous le rappelle souvent, je crois dans tous les pays du monde, vous avez trois acteurs essentiels qui mènent la danse, pour ainsi dire. Vous avez le peuple, ça c'est les 90-95%. Vous avez l'élite dirigeante, peut-être 1 ou 2%. Et vous avez ceux qui ne veulent pas que ça marche, qui ont leurs propres intérêts, c'est leur droit. Ils sont à l'extérieur, ils peuvent être à l'extérieur, à l'intérieur, c'est la démocratie. C'est le droit d'exprimer leur volonté, parce que vous pouvez avoir pensé que vous avez raison en un moment. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas contre, qu'ils ne sont pas d'accord, le temps va leur donner la raison peut-être. Parce que l'expérience a montré que les meilleures idées ne sont pas forcément partagées par tout le monde au début. C'est à force de conviction, de persévérance et surtout de foi en l'avenir qu'on peut réaliser de grandes choses. L'hésitation, la peur, trop de questions, ce qui ne veut pas dire qu'on est naïf, amène toujours à rester sur place et à faire le jeu de l'adversaire. Nous avons donc décidé, sous la conduite du président de la transition, dès le départ, de focaliser nos actions sur ces trois couches. Et c'est pour cela qu'il nous rappelle souvent, et moi je le répète, que le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. Deuxième chose, les dirigeants, c'est comme des gens qui sont dans une locomotive. S'il n'y a pas de wagon, la locomotive ne sert à rien. Vous pouvez passer votre temps à faire des grandes théories, à soigner votre communication, mais si en réalité les choses ne bougent pas, la population ne va pas vous suivre. Le centre de gravité, là, tôt ou tard, la population regarde, elle compare. À un moment donné, celle qui tranche. Et donc, nous devons toujours avoir dans l'idée, rester collés viscéralement aux intérêts supérieurs de notre peuple. Et enfin, ceux qui ne sont pas d'accord, il faut les laisser aussi s'exprimer. Ils peuvent être minoritaires au début, mais après, ils ont raison. Mais à chaque moment de l'histoire, il faut trancher. Il faut sortir de l'hésitation et nous avons décidé de sortir de l'hésitation et de prendre nos responsabilités.
Dans la vie tout court, pour parler de façon philosophique, tout ce que l'homme entreprend pour réussir, c'est toujours difficile au début. D'ailleurs, ça lui fait mal. Vous venez au monde, ça vous fait mal, ça vous fait mal à votre mère. Mais si vous n'avez pas un monde, vous ne serez pas un homme, votre mère aussi, elle ne sera pas heureuse. Tout ce que vous réussissez dans la vie, ça commence par la difficulté au début. Et donc, on nous a placés dans des circonstances historiques où nous n'avions pas d'autre choix que d'accomplir cette mission ou la trahir. Et le président de la transition, avec l'équipe qui est autour de lui, civils et militaires, nous avons décidé de la remplir. En faisant quoi? Qu'à chaque décision importante, notre peuple soit suffisamment informé pour qu'il se décide en connaissance de cause. Qu'à chaque décision importante, que les dirigeants aient le courage de s'arrêter et de l'assumer, même si c'est difficile. Qu'à chaque décision importante, de laisser les adversaires aussi développer leurs idées, et comme ça notre pays va avancer. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Vous aurez remarqué, depuis que la transition a commencé, je reviendrai là-dessus, pas à pas, c'est ce qui a été fait, de façon méthodique, déterminée, sans marche arrière. Et je suis convaincu que dans quelques années, les fruits seront mangés par tous les Maliens, y compris peut-être ceux qui doutent aujourd'hui. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, auxquels je voudrais rendre un hommage particulier, parce que vous imaginez certains sont surpris depuis 15 heures. Je sais que quand on est patron là, tu es patron toi-même, tu te réveilles quand tu veux. Mais eux là, on les fait réveiller souvent depuis 6 heures, depuis 5 heures, depuis 7 heures. Ils n'ont même pas de l'heure de retourner à la maison. Souvent leurs programmes sont mélangés, on les prend au pied levé comme ça pour dire qu'il y a une cérémonie qui doit être présidée par le président ou le Premier ministre. Malgré tout, à chaque fois que l'occasion se présente, je constate qu'ils font le maximum pour se grouper autour de leurs collègues et montrer que la solidarité gouvernementale n'est pas un vain mot dans leur équipe. Et c'est tout ça, c'est une marque de confiance entre eux. Je le sais parce que, vous savez, dans les gouvernements, souvent il y a des inimitiés qui se développent au point que les gens ne vont même pas aux enterrements les uns les autres. J'ai vu ça. Mais lorsque vous voyez tout le monde se regroupe autour d'un ministre à chaque fois, ça veut dire que l'esprit est bon. Je voudrais les saluer pour cette marque de solidarité. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Monsieur le Président du Conseil du patronat du Mali, Monsieur le Président de l'Organisation patronale des industries, Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur privé, de toutes les branches et associations confondues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie vivement d'avoir bien voulu répondre massivement à mon invitation pour échanger avec vous, les organisations professionnelles et fêtières du secteur privé, sur la situation de notre cher pays, le Mali, dans l'espace sahélien, à la lumière de l'actualité récente. Cette rencontre se situe dans le cadre du dialogue permanent et dynamique que nous entretenons, vous et nous, État et secteur privé. Il s'inscrit également dans le prolongement de l'obligation de reddition des comptes dont nous sommes investis en tant que gouvernement. J'ai précisé ici que nous travaillons pour le peuple, donc pour vous aussi. Nous devons donc vous rendre compte et vous expliquer certaines décisions que nous sommes amenés à prendre. Dans le cadre de notre échange de ce jour, je souhaite évoquer avec vous deux faits marquants de l'actualité nationale, à savoir la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation de 2015, issu du processus d'Alger, de la décision simultanée du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le premier point, mesdames et messieurs. Le gouvernement du Mali, après un long et lourd investissement politique et financier, après une patience à toute épreuve qui aura duré près de 9 ans, pour un accord censé clôturer en 2 ans, a dû constater le 25 janvier 2024, à son corps défendant l'inapplicabilité de l'accord
pour enfin déclarer sa caducité. Cette décision du gouvernement du Mali, sous la haute conduite de son Excellence le président de la transition chef de l'État, est une décision responsable, hautement patriotique, j'allais dire historique. Longtemps, les Maliens en parlaient. Est-ce que ça va se faire? Hier, quelqu'un est venu me montrer une rencontre que j'ai eue avec eux, immédiatement après la prise du gouvernement, où la masse exigeait de revenir sur ça. Je leur ai dit, patience. Le temps est le meilleur juge de ceux qui sont sur la voie de la vérité. Mesdames et messieurs, elle découle de plusieurs constats. D'abord, celui de la mauvaise foi manifeste des mouvements signataires de l'accord, qui s'en sont écartés et éloignés depuis fort longtemps, rendant ainsi sa mise en œuvre quasi impossible. En effet, ils se sont négativement illustrés à travers des actes de provocation et de belligérance, comme cela a été constaté pendant tout le processus de retrait de l'aménagement des emprises que les forces des Nations Unies occupaient dans le nord de notre pays et leur réoccupation par nos braves forces armées de sécurité, dont je salue ici le courage et la bravoure. L'occupation des emprises laissées vacantes par l'aménagement revenait de droit aux forces armées maliennes et uniquement à elles, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité. La décision du gouvernement par rapport aux défunts accords est aussi la conséquence logique du comportement de la République sœur d'Algérie, chef de file de la médiation internationale, qui a sapé sa crédibilité et son autorité de médiateur impartial dans la gestion d'une série d'actes dont les plus récents sont, je cite de façon non limitative, l'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien des citoyens maliens subversifs et des citoyens maliens poursuivis par la justice de notre pays pour actes de terrorisme. J'imagine un peu si aujourd'hui Assimi Goïta reçoit le président du Front islamique du Salut dans ses bureaux, fait la médiation, fait la publicité, qu'est-ce que nos peuples frères algériens vont passer? C'est un exemple juste pour que vous compreniez ce qui se passe. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord du défunt accord, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. Après ce qui s'est passé avec le bateau Tombouctou, les gens ont assumé d'avoir travaillé avec les mouvements terroristes pour tuer des innocents, des centaines. Nous avons les preuves que c'était des combinaisons avec des forces spéciales étrangères. Mais c'est eux qui sont venus assumer pour dire que c'est eux qui l'ont fait. Comment vous pouvez comprendre qu'après ça, ils installent des bureaux, ces groupes terroristes. Depuis ces bureaux, ils agissent à visage découvert contre la sécurité nationale du Mali, en toute impunité. Vous avez ensuite la volonté des autorités algériennes de vouloir maintenir le régime de sanctions des Nations Unies contre le Mali. Au moment où le mouvement des non-alignés, la Fédération de Russie, s'y opposait dans l'intérêt supérieur du Mali, qui a condamné, qui a demandé et obtenu de l'ONU la fin du régime de sanctions. Ce régime de sanctions, nous savions qu'il y a certains citoyens maliens qui étaient poursuivis, menacés de sanctions parce qu'ils ont refusé de faire un certain jeu. Le Mali introduit son dossier aux Nations Unies. Nous travaillons pour lever ces mesures de sanctions. Tout le monde est d'accord. L'Algérie s'oppose. C'est pour quelle raison? L'incapacité de ce médiateur à faire respecter par les mouvements signataires de l'accord leurs obligations au titre du dit accord, alors même que ces derniers ont clairement démontré qu'ils n'appliquaient plus de bonne foi l'accord, la paix, la réconciliation conduisant ainsi à son enlisement, faute d'un réel engagement pour la mise en œuvre de ces dispositions
portant notamment sur les questions de défense et de sécurité. Ces différents agissements et manquements ont pris la forme ces dernières semaines d'ingérence intolérable dans les affaires intérieures du Mali et d'actes aussi hostiles qu'inamicaux, incompatibles avec les usages diplomatiques et avec l'esprit des relations de fraternité et de bon voisinage. Enfin, ces agissements du gouvernement algérien sont en violation de l'article 34 de la Constitution de la République du Mali, promulgué le 22 juillet 2023, qui dispose que l'action publique en République du Mali est guidée par 3 principes clés, à savoir le respect de sa souveraineté, le respect du choix de partenariat et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Imaginez-vous, lorsque le peuple algérien, comme le Mali aujourd'hui, a tenu la colonne vertébrale qui est l'armée dans les années 90, ne s'est pas effondré grâce à Dieu, grâce au peuple algérien, grâce à l'armée. Lorsque le gouvernement civil, comme nous le faisons aujourd'hui, a estimé qu'il est temps maintenant, il y a un temps pour la bagarre et un temps pour se réconcilier, et appeler tous les Algériens à se réconcilier. Mais il y a une église, l'église Saint-Egidio, parce que beaucoup sont semblants d'oublier. Nous, on a l'histoire à Montmartre, qui a demandé au gouvernement algérien de venir à cette église. Ils vont faire les facilitateurs entre le gouvernement algérien et le Front islamique du Sahel. Mais l'Algérie, très soucieux de sa souveraineté, n'a pas cédé, à juste titre. Pour quelles raisons ils vont aller négocier la sécurité et la réconciliation de leur pays avec un citoyen de leur pays dans un autre pays. Mais voici les mêmes personnes qui ont un État voisin qui s'appelle le Mali, qui viennent lui proposer, lui imposer la même chose quelques années plus tard. Encore que, chez nous, le plus grave, c'est que les terroristes ont assumé le fait d'avoir du sang sur les mains. Et maintenant, vous nous dites, venez, vous allez parler entre nous. L'autre jour, il y a un ministre qui a donné une image qui nous a fait rire. Je lui ai dit que je vais répéter ce que ça va faire rire les gens. Et vous, vous êtes mariés. Les messieurs et la femme disent qu'ils ne veulent plus de mariage. Et Moussa Yaga, maintenant, toi, tu viens t'asseoir, toi, les médiateurs là. Quoi est maçon? Où est ton problème? Le couple là, il dit qu'ils veulent se séparer. Et bien ici, il faut que tu son. Et c'est le mari ou la femme. Vraiment, nous, on n'est pas dans ça. Ça peut vous descendre un peu. Donc, la souveraineté du Mali n'est pas négociable. Et ça fait partie des valeurs cardinales que le gouvernement algérien, en tout cas, dit qu'il défend. Quand l'Algérie se battait pour avoir cette souveraineté, le Mali a été menacé dans ses intérêts politiques, économiques, géostratégiques. Je détiens la lettre que le président de Gaulle a écrite à Modibo Keïta pour lui dire que s'il continue à soutenir l'Algérie, ils vont tirer les leçons. Modibo n'a pas cédé. Mieux, on a voir le front sud de l'armée de libération nationale d'Algérie. Mieux, les soldats maliens ont été engagés au front pour faire le corps à corps avec le colonisateur, jusqu'à libérer notre pays frère d'Algérie. Mais pourquoi on oublie cette partie de l'histoire? Pour venir s'accrocher à des terroristes qui se sont discrédités aux yeux de la population de Kidal, aux yeux du monde, qui ont décidé que leur sort, c'est d'être toujours au service d'une puissance étrangère. Pourquoi cela? Et donc, je voudrais vraiment que les uns et les autres comprennent, nous n'avons pas de problème. Aucun acte n'a été posé sous la direction du président Assimi Goïta depuis le 7 juin 2021, qui n'a pas été un acte réfléchi, mesuré, conséquences vues dans tous les sens, avant de trancher. Depuis longtemps, les Maliens ont demandé de sortir de l'accord. Vous savez que quand nous sommes devenus Premier ministre, on a ajouté le substantif application intelligente. Comme dans les mouvements, là, les gens aiment beaucoup faire les polémiques politiques.
Il y en a qui disent, mais intelligente, là, ça veut dire quoi? Je dis, mais attends, vous allez voir. On a tellement bien intelligemment appliqué qu'on s'est retrouvé à Kidal le 14 novembre 2023. Il m'a posé une question. Il dit, mais comment ça se passe? J'ai dit, ça, c'est l'application intelligente. Parce qu'avant, on disait qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. L'intelligence, ça veut dire qu'il faut préserver les intérêts du peuple malien, c'est tout. Si on applique dans ce sens, on n'a pas besoin de nous bousculer. Mesdames et messieurs, le dernier épisode de la longue liste des actes hostiles et inamicaux de l'Algérie est venu de Kampala, la capitale de Luanda, où se tenait le sommet du mouvement des non-alignés. C'est avec stupéfaction que le Mali a découvert un paragraphe qui lui est consacré, ne reflétant ni ses intérêts, ni la situation actuelle concernant le processus de paix. Imaginez-vous, nous partons à une réunion internationale, notre vaillant ministre des Affaires étrangères, bien chapeauté par son patron, le ministre d'État, dont vous connaissez bien comment il donne les Nyamakoudji à certains, depuis qu'il est allé à New York à raser là-bas la table, je crois que tout le monde a son Nyamakoudji, chacun d'entre nous, pour mettre la date quand il faut. Ils ont été découvrir un paragraphe dans le texte. Et nous avons demandé, mais qui a mis ce paragraphe-là? Vous savez, comme dans un petit groupe de jeunes là, c'est lui qui met sa main dans le pot de confiture de quelqu'un à son insu. Quand on le prend la main là-dedans, qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas lui? Mais le pot est là, la confiture est là, on voit ça. Quoi était? On dit, mais qui a amené le pot là, qui a amené la confiture? Personne ne parle. Mais nous ne sommes pas des enfants. Avec cette situation, face à la démarche de la déclaration malienne, à la réunion interministérielle aux fins d'actualiser le passage en question pour prendre en compte les réalités des faits, notamment la fin du régime de sanctions des Nations Unies, nous nous sommes heurtés à des manœuvres qui ne trompent personne de la part de notre frère et voisin algérien, pendant que les autres pays des mouvements de non-alignés, y compris la Russie, se sont montrés solidaires à la position du Mali. J'ai fait exprès de dire notre frère et voisin. L'Algérie et nous, on ne s'est pas choisi. Les frères, là, on ne les choisit pas. On choisit les amis. L'Algérie et le Mali, nous avons toujours dit, nous sommes frères, nous sommes voisins, nous sommes amis. S'ils décident qu'ils ne sont plus amis, en tout cas, nous n'avons pas changé de position. Parce que nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Et je crois qu'on doit être lié par la mémoire. Personne ne doit oublier. La mémoire, c'est très important dans les relations, même dans une famille à fortiori entre les relations. C'est ce que je voudrais rappeler. Dès lors, l'Algérie est sortie de son rôle de médiateur. Nous lui avons exprimé notre désapprobation et avons tiré les conséquences du droit par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation. Plus tard, nous avons également suivi la réaction du gouvernement algérien, une réaction teintée de déni de réalité et surtout de mépris pour notre pays, comme chacun a pu le constater. Vous regardez le texte, c'est le gouvernement algérien qui s'adresse au peuple malien. Et depuis quand? Nous, on ne s'est pas adressé au peuple algérien, c'est une polémique entre le gouvernement. Ce n'est pas eux qui connaissent les intérêts du peuple malien plus que le gouvernement malien. Nous avons une claire conscience avec beaucoup de discernement de ce qui se passe autour de nous. Vous savez, la plupart des grands leaders algériens qui ont conduit la lutte pour l'indépendance, mais ils ont été poursuivis. Après, on l'a oublié même, tous les sacrifices qu'ils ont faits. Donc ces habitudes-là, on les connaît dans l'histoire, mais vraiment, il faut nous en préserver. Bouteflika était poursuivi, il était caché à l'extérieur. Boudiaf était poursuivi. Ossine Aïta Ahmed était poursuivi. Voilà des hommes qui ont consacré leur vie pour que l'Algérie soit indépendante. Mais après, on les a traités comme des paillassons. Le Mali était là à côté de l'Algérie pour l'indépendance. Personne ne va nous traiter comme un État paillasson, comme un État vassal. Le sud de l'Algérie
et le nord du Mali sont liés. Nous avons les mêmes peuples. J'ai l'habitude de dire quand je reçois les Algériens dans mes bureaux, mais venez commercer. Pourquoi vous êtes là dans les relations avec les politiques et les militaires? Vous avez du gaz, vous avez des dattes, vous avez des farines. Venez investir le nord du Mali. Faites les affaires. Les pouvoirs politiques vont changer, mais les relations entre les deux peuples vont être plus fortes. On va sortir de ce système de troc et de trafic pour que les gens vivent mieux leur vie et que ces relations historiques qui nous lient bénéficient à nos deux peuples. Mais au lieu de cela, on décide de nous vassaliser. Pour notre part, mesdames et messieurs, nous sommes lucides et nous faisons la distinction entre les éléments actuels du gouvernement algérien et les liens séculaires d'amitié et de fraternité, de bon voisinage qui lient les peuples frères maliens et algériens. Il s'agit là de liens inaltérables pour le maintien et le renforcement desquels le Mali et son peuple ne seront jamais pris à défaut. Je voudrais que ça soit clairement entendu. Nous ne sommes pas dans une guerre contre le gouvernement algérien, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple algérien. Nos relations avec le peuple algérien, personne ne peut, n'a le droit de les détruire. Les hommes passent, les pouvoirs politiques passent, mais les peuples restent. C'est ce que je voulais dire à nos frères et amis algériens. Nous avons toujours prôné une mise en œuvre intelligente de l'accord et son appropriation par les Maliens. C'est désormais chose faite. Avec la décision du président de la transition qui a annoncé le 31 décembre 2023 dans son discours à la nation la tenue prochaine du dialogue intermalien direct destiné à asseoir une appropriation nationale du processus de paix. Au Mali, nous sommes les enfants d'une même mère, de la mère patrie, le Mali. Quelles que soient nos divergences, nous devons avoir la capacité de nous parler entre frères et sœurs, unis par un dessein commun, mis par la foi et engagés pour le même but. D'ores et déjà, le président de la transition a mis en place le comité de pilotage chargé de la préparation et de l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce comité travaillera conformément aux hautes orientations du chef de l'État qui a initié le dialogue intermalien afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Un dialogue bien cadré qui exclut de son champ de discussion les sujets ayant trait à l'unité, la laïcité et à l'intégrité territoriale de notre pays, le Mali. Enfin, un dialogue direct entre Maliens pour consolider notre État en plein processus de refondation et renforcer la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Dugukolo. Mesdames et messieurs, le deuxième sujet que je vais aborder a trait à la décision de nos trois États respectifs, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, de se retirer de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Vous le savez tous, les organisations intergouvernementales et les organisations régionales sont basées de prime abord sur le principe de solidarité, sur la mise en commun des moyens afin de réaliser des buts communs, des objectifs engagés. J'ai rappelé plusieurs fois, mais c'est toujours bon parce qu'on essaie de nous effacer l'histoire. La CEDEAO est née au Mali. C'est à l'issue d'une visite du président du Nigeria, Yakubu Gowon, à l'issue des discussions avec le président de la République du Mali, Moussa Traoré, qu'ils ont pris cette initiative, qu'ils ont partagé avec les autres, Séni Kounché, Eyadema, Lamizana. Ils ont fait le tour. Finalement, ce dossier est devenu celui de tout le monde. Personne ne pouvait plus réclamer la paternité. Mais c'était pour les problèmes économiques. Depuis longtemps. Depuis ce temps, ils se sont dit, ces pères fondateurs, mettons nos économies ensemble. Aujourd'hui, l'espace CEDEAO seulement, ça fait près de 300 millions de consommateurs. Si tout marche bien ici, on n'a pas besoin d'être sanctionné ailleurs pour que nos citoyens vivent mieux. Voici comment la CEDEAO a été mise en place. Et finalement, la création formelle
Ça s'est passé au Nigeria en 1975. Parce que vous savez tous, la plupart de ces organisations sont régionales. Au moment de leur fondation, c'est le président du Mali et quelqu'un d'autre, ou d'autres qui en ont parlé. Mais le Mali est toujours modeste. Il ne veut jamais se prévaloir d'avoir la tête, d'avoir le siège. L'essentiel pour nous, c'est que les choses marchent. C'est comme ça que la CEDEAO est écrite. C'est pour ça que je dis à tout le monde, tout le temps, la CEDEAO est une fille du Mali. On ne jette pas son enfant. Lorsque tout le monde vous jette, c'est votre maman qui vous retient. Mais lorsque vous prenez un couteau pour égorger votre maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de se détourner. Et surtout, vous prenez le couteau de quelqu'un d'autre qui veut tuer votre maman. Il vous prend son couteau pour exercer la force négative que lui, il ne peut pas faire. Voici comment ça s'est passé ici. Et vous le savez, mesdames et messieurs, les organisations intergouvernementales, régionales, sont basées essentiellement, je l'ai déjà dit, sur des objectifs partagés et intéressants, les populations au nom desquelles les gouvernements concluent ces accords. Face à nos trois États, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel et qui sont confrontés en première ligne au terrorisme depuis une décennie, la CEDEAO, notre désormais ancienne organisation commune, a brillé par son manque d'empathie, de solidarité et de vision stratégique et de profondeur historique. Après avoir longtemps observé les États se battre seuls pour leur survie, peut-être dans l'espoir de nous voir engloutis par la horde terroriste, oubliant que nous sommes des digues de protection pour les États de la côte ouest, la CEDEAO, non contente de nous voir résister, a décidé d'imposer des sanctions aussi drastiques qu'injustes contre nos États. Exactement comme les terroristes font. Quand ils viennent quelque part, ils encerclent le village, rien ne rentre, blocus total. Le cas du Niger, même les médicaments, c'est exactement ce que les groupes terroristes font chez nous. Quand ils ont pris certaines villes, c'est ce qu'ils font. Maintenant, c'est les États qui nous appliquent ça pour des intérêts inavoués. Il n'y avait pas meilleure manière d'aider nos ennemis, les groupes armés terroristes, contre lesquels nos États se battaient. Pas meilleure manière que ce qu'ils sont en train de faire, que la CEDEAO est en train de faire. Donc, indirectement, par procuration, on utilise la CEDEAO pour détruire nos États. Et d'ailleurs, ce que beaucoup ne voient pas, c'est que l'existence même de la CEDEAO gêne certains. Ils avaient besoin d'avoir des petits pays. Un regroupement puissant comme ça n'intéresse pas certaines forces étrangères, certaines puissances. Donc, c'est eux-mêmes qui font le travail des ennemis de l'Afrique pour que les Africains ne se regroupent. Après nous avoir balkanisés, fabriqué des petits États à la règle, maintenant ceux qui décident de se regrouper, il faut trouver des artifices, des hommes politiques véreux qui sont en mal de popularité ou en mal de légitimité historique pour remettre en cause. Ces histoires de mettre la politique dans la marche de la CEDEAO. Mais c'est une affaire qui date des années 2000, lorsqu'on avait à la tête des États des présidents démocratiquement élus qui se préoccupent plus de leur image à l'extérieur des démocrates que des problèmes économiques de la CEDEAO. Le Mali aujourd'hui, c'est un pays qui produit du sucre. Il a de l'eau, il a des fleuves. 300 millions de consommateurs. Pourquoi on va aller chercher le sucre au Brésil, aller le chercher en Inde si la CEDEAO marchait? Voilà les objectifs stratégiques que certains ne voudront jamais que l'Afrique atteigne. Il se trouve des présidents démocratiquement élus qui écrivent ça dans les textes pour faire en sorte que nos peuples devenus des peuples guerriers, je l'ai dit, on ne l'a pas été, nous on l'a toujours été. Nous sommes obligés de nous défendre aujourd'hui. Progressivement, la CEDEAO est devenue une menace pour nos pays, car son dessein lugubre consistait clairement à mettre à genoux nos pays, à susciter des remous sociopolitiques, à provoquer des changements politiques, bref, l'effondrement de nos États, pour satisfaire les intérêts des puissances étrangères, de puissances extra-communautaires et extra-africaines, connues comme étant des sponsors notoires du terrorisme et Sahel.
Nous attendons encore, je reviens là-dessus, notre demande au Conseil de sécurité de nous laisser exposer les preuves que le gouvernement malien détient, que certains pays membres du Conseil de sécurité créent, sponsorisent les terroristes. Je reviens sur cette demande-là, que le Conseil de sécurité m'entende. On nous dit d'aller exposer dans la presse. La presse viendra après. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Nous en donnons les preuves. Et c'est pourquoi nous avons demandé, depuis bientôt 2 ans, au Conseil de sécurité d'organiser cette réunion. Très serein, nous attendons toujours que l'ONU se saisisse de la question, elle qui a la responsabilité première du maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le monde. En 2021, lorsque nous avons été nommés Premier ministre, j'ai reçu une grande vague d'hommes politiques maliens. Ils exigeaient qu'on sorte tout de suite de la CEDEAO. Je leur ai dit que c'est votre droit. Le peuple a besoin effectivement de dire ce qu'il veut et ce qu'il sait. Mais nous avons une autre obligation. Nous avons l'obligation de faire la synthèse intelligente entre ce que vous voulez, qu'est-ce que nous pouvons et comment on a régulé les conséquences. 2021, je leur ai dit, attendez, le jour va venir, quand on va dire qu'on est sorti, ce jour-là, personne ne nous fera des reproches. Ça trouvera qu'on s'est préparé. On ne peut pas sauter dans l'inconnu comme ça. Parce que pour les autres, les Africains, c'est des gens coléreux, il suffit de les bousculer, de les baga-baga, soit ils vont abandonner, soit ils vont venir se confier à vous. En tout cas, ils ne peuvent pas atteindre un objectif. C'est pourquoi certains disent d'ailleurs, oh, le Mali, là, c'est quelques mois. Hein. Au début, ils nous avaient donné 2 semaines pour survivre. Après 6 mois, ils ont dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont là-bas? J'ai dit, ils n'ont qu'à aller demander à nos opérateurs économiques. C'est eux qui ont leur gris-gris là, ils savent comment ils ont fait. En tout cas, pendant que les politiciens et autres étaient en train de prédire la chute du Mali, les opérateurs économiques maliens, en tout cas, étaient avec leur gris-gris, et on a constaté en tout cas que c'est d'autres qui se cherchaient. Finalement, tout le monde a cherché la paix. Nous, on a dit qu'on n'a jamais été pour des bagarres. Et le Mali a repris sa voie. Après ça se sera battu sur le Burkina. Vous savez ce qui s'est passé. Et le dernier, c'était le Niger. En réalité, l'histoire du Niger, nous, on n'est pas naïfs. C'est des balles destinées. Ils avaient 3 balles. Première balle, le Niger, il tombe. Deuxième balle, le Burkina, il tombe. Troisième balle, le Mali. Nous avons raflé les 3 balles, on les a jetés dans l'eau. Aucune balle n'est sortie. Et nous leur avons dit, et nous avons mis tout le monde en garde. Celui qui va toucher à un cheveu du Niger, nous allons lui larguer la tête. Celui qui va toucher à un œil du Burkina, nous allons lui couper la tête. Nous sommes ensemble, on n'agresse personne. Qu'on nous laisse en paix. Nous ne nous mêlons des affaires de personne. Mais plus personne ne va nous vassaliser encore. C'est terminé. Les dirigeants qui reçoivent dans les hôtels, on les caresse, on les encense. Ils viennent dans des réunions faire des comptes rendus bidons, que oui, en Bonya. Nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin du concret. Donc, on s'assoit, on parle de nos problèmes. Chacun va chez lui avec ses problèmes résolus. Et non pas aller dire que oui, en Bonya ou en Bonya, ce n'est pas ça le plus important. Bonya, si vos parents ou Bonya, ils nous sont ni ballon ou Bonya, Bonya, tout est moqué. Mesdames et messieurs, la CEDEAO est une organisation d'intégration, de coopération. J'ai rappelé ici qu'elle est née en 1975. Hélas, elle s'éloignait de ce top idéal pour se complaire dans des actions politiques coercitives avec très souvent un double standard. Vous avez des présidents de la CEDEAO, ils disent qu'ils ne vont pas faire des photos avec Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta est un putschiste. Et quelques semaines après, on voit le même monsieur, avec un autre putschiste quelque part, faire des selfies, très heureux, en veste, en pipao. Mais je dis, mais ça c'est quoi ça? Toi tu es venu d'où?
Mais celui qui t'a mis en mission, il ne va plus te respecter. Parce que c'est que ce n'est pas toi qui décide. C'est lui qui décide avec qui tu vas faire même une photo, un président de la République d'un pays. C'est quelqu'un d'autre qui décide même une simple photo avec qui tu dois la faire. Mais je crois que les gens se sont trompés. Comme je l'ai dit après le 25 septembre, j'ai dit à certains qui se trompent de pays, ils se trompent d'époque, ils se trompent de dirigeants. Ce à quoi ils étaient habitués au Mali, là, ce n'est pas la même chose. Donc il vaut mieux changer de paradigme. Et voilà, donc, ces messieurs qui viennent nous dire que eux, tantôt ils ferment les yeux sur les tripatouillages constitutionnels, tantôt le double standard devient le principe, tantôt sont des véritables coups d'État civils pour se montrer intransigeants avec les coups d'État militaires. Tantôt, elles sèment les germes des conflits post-électoraux par son inertie dans les violations des principes de gouvernance pour s'ériger subitement en champ de la démocratie, exigeant et but orbi les règles, le retour à l'ordre constitutionnel, réduisant ainsi la transition politique au simple processus électoral, sans aucune valeur ajoutée pour la consolidation de la démocratie et pour la refondation de l'État. Vous avez ce qu'on a l'habitude de voir. Un président est élu chez lui. Pendant que la Cour constitutionnelle examine, c'est un pays extra-européen qui font un télégramme pour le féliciter pour sa brillante élection. Il téléphone aux autres et le journal parlait, au lieu du journal de nouvelles, c'est les brillantes élections, les présidents qui ont envoyé des brillantes élections. Je me demande même s'il y a une élection qui n'est pas brillante, généralement ils n'en parlent pas. En tout cas, ces déclarations sont destinées à intimider les peuples, pour dire que ce président est déjà reconnu par nous. C'est destiné à le vassaliser parce qu'il croit désormais que lui il est président parce que l'autre l'a soutenu. C'est destiné à faire de la démocratie juste un gadget, mais pas pour les intérêts du pays. Voici la situation que la CEDEAO nous réserve. L'élection est devenue, les transitions sont devenues un simple, comme si on passait l'estafette jusqu'au prochain coup d'État. Ce n'est pas de résoudre les problèmes. J'étais revenu là-dessus. La CEDEAO elle-même a envoyé une délégation ici en 2018 et a écrit qu'aucune élection ne doit plus se tenir en République du Mali sans faire les réformes politiques et institutionnelles. Pourtant, on a fait les élections après. La CEDEAO n'a rien dit. Donc, c'est très clair que la refondation de notre État pour une véritable démocratie n'est pas le souci de la CEDEAO. La CEDEAO, par son retour abusif aux sanctions posées par elle-même, le principe de l'exclusion tacite de nos États, en effet, elle est très peu écoutée. Elle a très peu écouté nos États. Elle s'est mise à donner des injonctions, à violer la loi. Certains nous disent, mais pourquoi vous avez quitté? Mais nous, on n'était plus là-bas. Ils avaient décidé de nous renvoyer. Vous vous rappelez qu'il y a eu le changement de régime ici le 18 août 2020? Dans les têtes de la CEDEAO, seuls les chefs d'État sont habilités à suspendre un État. Est-ce que vous savez, c'est un fonctionnaire de la CEDEAO qui fait un communiqué pour dire que lui, il a décidé de suspendre le Mali avant la réunion des chefs d'État. Mais ça, c'est quoi ça? Tout ça, c'est parce qu'il y avait des dirigeants qui arrêtaient de se coucher pour qu'on marche sur lui. Ça, c'est terminé. Leur visa, là, ils n'ont pas gardé. Quand il vient à Cuba, il n'a pas besoin de visa de quelqu'un. Et ces messieurs, voilà, qui ferment leurs portes, ils poussent l'ultra-cridance jusqu'à interdire au président, au ministre des Affaires étrangères de voyager. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et voilà les mêmes messieurs qui veulent venir traverser notre territoire en avion. Mais nous avons dit, mais toi, tu viens d'où, toi, là? Tu dis que personne ne peut passer chez nous. Toi, on leur a dit d'aller contourner, en tout cas pas le Mali. Ils n'ont qu'à chercher un autre pays. Tout ça, ça s'est fait ici. Notre président voulait interdire de voyager, notre ministre des Affaires étrangères, et vous voulez voyager. On n'a jamais vu ça dans un pays. Mais la CEDEAO a montré tout ça. Cela montre très peu de considération que la CEDEAO a pour ses lois. Ses propres lois. Dans aucune loi de la CEDEAO,
il n'est dit que tu peux prendre les sanctions qu'ils ont prises contre le Mali. Aucune. Bien au contraire. Dans aucune loi de l'Union africaine, quand ils sont allés à l'ONU, avec leur fameux embargo, je pense que là-bas, il y a des gens qui ont de gros diplômes, on les appelle aussi professeurs ou docteurs, mais ils connaissent rien en sciences politiques, parce que c'est très clair que le Mali a ratifié depuis 1987 la déclaration de l'ONU sur les pays sans littoral. On ne peut pas prendre des embargos contre un pays sans littoral. Et c'est d'ailleurs pour cela que leur embargo a fait pchit arriver aux Nations Unies. Ils ont passé d'avion en avion, passé à l'Union africaine, mais arrivé là-bas, ça n'a pas prospéré parce qu'il n'y a aucune base légale. Il n'y a qu'en Afrique qu'on fricotait, on violait les lois, mais arrivé à ceux qui regardent un peu là où il y a la loi. L'embargo n'est pas allé loin. Finalement, ils ont fait l'effet du prince. Nous l'imposer. Vous voulez instaurer un état de droit en violant la loi. Vous ne pourrez jamais un état de droit. L'objectif en réalité, c'est de dire que le régime va changer. Ils avaient déjà choisi. Vous avez vu l'autre jour, le président vous a dit en Bamanaka qu'ils lui ont dit qui va être président, qui va être premier ministre, qui va être président de l'Assemblée. Ils avaient déjà choisi leur gens. Ils étaient en train de fricoter avec eux. Vous avez utilisé les vidéos, les audios. Ils ont dit qu'on a 2 ou 3 semaines, qu'au Mali, il n'y a que des idiots, on ne comprend rien. Donc, moi, je suis dans un mouvement politique où il y a des grands économistes qui ont dit aux gens, il faut le lâcher. Ça, c'est une affaire de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, c'est eux qui ont été lâchés. Et depuis, ils sont portés disparus. En tout cas, pour l'instant, le Mali avance. Celui qui veut revenir, le train est là. Mais pour vous qui rentrez là-dedans. Sinon, le train de la refondation n'attend personne. Tu rentres là-dedans, tu discutes. Si tu n'es pas d'accord, tu descends. Mais dire que tu vas finir de discuter avant de venir avec nous, là, nous, on est parti. Nous, on est parti vers la refondation. Voilà là où le Mali se trouve avec la CEDEAO. La CEDEAO menace plus qu'elle n'écoute nos pays, les difficultés et nos attentes. Elle sanctionne sans limite plus qu'elle aide les États en transition. On l'a vu recevoir de manière éhontée des injonctions de chefs d'État étrangers et se précipiter à appliquer à nos États les ordres venus d'ailleurs. On l'a vu ici. Je n'ai pas besoin de rappeler. Je crois que les ambassadeurs de ce pays même doivent avoir honte que ce soit un chef d'État d'un autre pays qui menace, qui dit qu'il va dire à votre président de faire des injonctions. J'ai vu l'aide d'un diplomate qui voulait protester le même jour. Il a fallu que ses camarades lui disent vraiment, il vaut mieux laisser cette lettre, il vaut mieux démissionner mais ne publiez pas parce que ça serait mauvais pour l'histoire de votre pays. Voilà c'est dans quoi les gens se sont retrouvés. Nous ne sommes pas de cette agence-là. C'est du français classique, mais je ne fais pas le pédant. Hein. Parce que souvent, il paraît pour impressionner les gens, il faut parler français classique. Quand on va et ça agrémente. En tout cas, nous ne sommes pas de ces gens-là. Au Mali, notre problème, c'est résoudre nos difficultés et tout. Et tantôt, la CEDEAO donc se trouve éloignée totalement des intérêts de notre pays. Elle se trouve aujourd'hui dans les mains de quelques personnes qui l'ont transformée, non en organisation sous-régionale des peuples, mais en une réunion épisodique, souvent même se réunissant sur commande, même là on ne doit pas se réunir, sur injonction de chefs d'État extra-africains. Là, CEDEAO s'est réunie à Dakar, à Accra, pour prendre des résolutions, c'était interdit, c'était illégal. Elle s'est déplacée à New York pour prendre des résolutions, c'est illégal. Parce que quelqu'un voulait, même les lieux de réunion, vous ne pouvez pas les tenir sans que quelqu'un d'autre ne vous dise là où vous devez les tenir. Mais ça, c'est quel genre d'organisation? Et finalement, la réalité, c'est qu'ils avaient décidé d'utiliser les sanctions contre le Niger pour organiser une cabale diplomatico-militaire pour déstabiliser le Niger. Une fois le Niger déstabilisé, on attaque le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, c'est le Mali. Nous avons décidé, ce plat malveillant, avant qu'on vienne de le présenter, qu'on le renverse purement et simplement, et y mettre là-dedans un bon plat pour les pays de l'AES. C'est ce qui était prévu. Le Niger n'était qu'une étape. Nous avons une très bonne lecture de l'histoire. On ne voulait pas nous attaquer directement. On ne voulait pas vous attaquer, vous les Maliens.
on voulait passer par vos frères. Si vous acceptiez ce qu'on faisait à nos frères, après c'est le Burkina. Après le Burkina, c'est nous. Et c'est pour cela que, lorsqu'il est devenu clair pour nous que la décision a été prise de noyauter le Niger, de l'étrangler, de servir de passage pour une autre opération militaire de déstabilisation de ce pays, nous avons pris nos responsabilités et nous avons réaffirmé ce que nous avions dit. Personne ne doit se tromper quant à ses intentions contre le Niger. Deuxièmement, tous ceux qui vont utiliser des considérations juridiques fallacieuses, comme la présence dans la CEDEAO, nous allons les retirer. Nous y sommes sortis. On est venu nous dire, oui, il faut 1 an pour formaliser. Mais quand ils nous sanctionnaient, ils ont pensé à ça. Toi, tu commences tes problèmes, maintenant quand ça chauffe, tu dis qu'il faut la loi. Mais la loi là était où quand tu décidais? Il n'y a aucune des mesures de la CEDEAO, aucune, je précise, qui est conforme à la légalité. C'est pour cela que nous avons quitté. Donc il faut que les Maliens comprennent, nous n'avons pas décidé de quitter. Les pressions pour quitter datent de 2-3 ans. Mais nous avons un président très patient, avec une équipe qui a le sens de l'histoire, de l'économie et de la géographie. Il fallait qu'on tranche d'abord le nœud gordien. Il fallait que le Mali gagne la guerre. Une fois cela gagné, maintenant il faut résoudre tranquillement les problèmes. On nous a obligés. Nous n'avions pas le choix. Parce qu'aucun mécanisme de notre président de la CEDEAO ne fonctionnait plus. Tout était destiné et résolu de façon arbitraire. Voilà ce à quoi nous avons assisté. Et non seulement c'est quand on contribue à cimenter le fort rejet de la CEDEAO par les populations africaines, mais elle a également fait naître un doute sérieux sur son autonomie d'action vis-à-vis des puissances étrangères. L'accumulation d'actes inamicaux posés par les CEDEAO a rendu inévitable le retrait des États qui subissent au quotidien l'injustice, l'acharnement et l'hostilité d'une organisation à l'avènement de laquelle ils ont contribué. Et c'est pour cela que nos 3 présidents, je crois, allant dans le sens de l'histoire, allant dans le sens du souhait de leur peuple, allant dans le sens forcément victorieux, tôt ou tard, les présidents de la transition du Mali, le président de la transition du Burkina Faso, le président de la transition du Niger ont décidé de retrait simultané de tous nos pays de cette OVNI, organisation volant non identifiée, dont on ne sait pas où est-ce qu'elle va, pour nous tracer un nouveau chemin aujourd'hui. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais que cette décision mûrement réfléchie, que je suis en train d'exposer devant vous, parce que vous êtes l'une des chevilles ouvrières de l'État malien. Si vous entendez souveraineté, souveraineté militaire, oui, mais la souveraineté économique, celui qui ne l'a pas, vous êtes en train de parler. Pour avoir la souveraineté économique, vous ne pouvez pas le faire sans un accord, une complicité positive avec le monde des affaires. Et c'est pour cela que j'ai décidé, dans le lot des forces vives de la nation, qu'il faut rencontrer et leur expliquer ce qui se passe. Il fallait commencer par vous. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui sont d'ordre économique et financier. Militairement, je vous assure qu'ils ne peuvent rien contre nous. Je le dis haut et fort. Celui qui touche un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Mais on est liés de façon économique. À ce niveau aussi, nous comptons sur vous, sur votre ingéniosité. Tous les théoriciens de l'économie avaient prévu en janvier 2022 que notre gouvernement allait tomber. Les opérateurs économiques maliens n'ont pas parlé. Ils ont agi. Et on a vu les résultats. C'est pourquoi je dois répéter. Beaucoup me tout d'art. Et comment me bomi? Alors, nous avons un livre d'économie, nous là. Nous connaissons pas barquer dans les djoulas maliens. Partout où vous parlez dans la sous-région, là, leurs origines, c'est au Mali. Vous trouvez des gens qui ont 2-3 en classe, vous les mettez dans les affaires, ils ne vont pas de leurs professeurs. Ce n'est pas les gros diplômés qui font les affaires. Les affaires, là, c'est dans le sang. Ceux qui vont chercher les gros diplômés des affaires, là, ça, c'est des corrompus. La plupart, ils font d'ailleurs la concurrence déloyale aux hommes d'affaires.
les hommes d'affaires maliens, diplômés des grandes écoles, un autre tigui, c'est eux qui font le Mali. Là où nous sommes aujourd'hui, notre armée a joué son rôle. La suite maintenant, notre économie doit tenir. Et je vous assure que la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté diplomatique, quand nous allons les maîtriser en main, dans quelques années, je suis convaincu que c'est d'autres qui vont vous dire que vous avez fait une période exaltante dans votre histoire. Et soyez sûrs, tous les grands peuples, je vous dis, dans leur histoire, les moments décisifs, c'est des moments de crise. La Russie est là. On a pris l'embargo contre la Russie en 2014, plus celle de 2023. Moi, j'ai fait mes études en Russie. Dans les années 80, même le pain qu'on mange est importé du Canada ou des États-Unis. Les Russes ne produisaient pas du pain. Mais quand on a commencé à faire des embargos contre eux, c'est aujourd'hui, je vois des présidents ridicules qui disent qu'ils vont aller à la Russie pour lui prier de donner du blé au monde. Pendant ce moment, toi, tu fais le dessin animé là pour dire qu'on doit sanctionner le Mali. Mais ceux qui vendent le blé au monde maintenant, pourtant il y a quelques années, c'est eux qui commandaient le blé. Les engrais, c'est la même chose. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour qu'aujourd'hui, quand vous prenez en termes numériques, c'est que la Russie engrange en termes de vente de produits agricoles. C'est plus que ce qu'elle a dans les armements. Chacun de ces tournants est venu avec un embargo. Donc vous avez un défi. Sans compter que les statistiques économiquement nous avons étudiées. Ce que nous perdons en acceptant cette vassalisation est pire, 1000 fois pire que ce que nous allons assumer en restant nous-mêmes. Et que les gens apprennent à nous respecter. On ne peut pas continuer à nous parler comme un petit peuple. C'est un peuple qui a une grande histoire. Les dirigeants du Mali ne doivent pas être des gens comme trembant dans les couloirs, on les menace. Nos opérateurs économiques ne le sont pas. C'est ce que je voulais vous dire. Vous dire qu'honnêtement, notre réussite en grande partie dépend de vous. L'AES aujourd'hui, mesdames et messieurs, doit être confiante à l'avenir. C'est 70 millions d'habitants, selon les statistiques de la CEDEAO. Son poids économique, dans les échanges, on nous a fait comprendre que c'est des pays pauvres. Attendez, dans 5-6 ans, vous verrez qui est le plus riche. Il faut aussi noter que les 3 pays restent membres de l'UEMOA. Pour le moment, ils bénéficient donc de la liberté de circulation au sein de tous les pays de l'UEMOA. L'accès à la mer reste donc valable à travers nos pays frères, pour ceux qui voudraient bien qu'on exerce cette fraternité. Vous savez, les ports, quelqu'un a dit ici, il y a les ports d'Abidjan, il y a les ports de Dakar, mais ces ports-là, quand on les construisait, c'était surtout pour les pays de l'Interland. Nous sommes interdépendants et interliés. Que chacun réfléchisse et n'agisse pas par procuration des autres. Mesdames et messieurs, la Mauritanie est un pays que je voudrais saluer ici. Pendant l'embargo, tout a été fait pour nous embrouiller avec la Mauritanie. Des forces noires sont allées jusqu'à exécuter des citoyens mauritaniens pour nous salir. Ils ont fait la même chose en Guinée. Heureusement que les autorités de ces pays, les pouvoirs, ont fait preuve de capacité de discernement pour ne pas mélanger les choses. La sortie de la CEDEAO, mesdames et messieurs, permettra au Mali de définir les politiques commerciales optimales et plus avantageuses, d'avoir la liberté de prendre certaines décisions politiques et économiques, dénouer et signer des accords avec d'autres pays, organisations sous-régionales ou internationales. Enfin, que doivent faire nos 3 pays de l'AES, mesdames et messieurs? Mutualiser nos intelligences, nos ressources. Par exemple, il faut identifier et gérer les barrières non tarifaires, alléger les barrières tarifaires, faciliter les sanctions économiques et commerciales, les transactions économiques et commerciales pour les opérations d'exportation et d'importation. Ce travail de mutualisation de nos opportunités reviendra à nos États. Nous avons la ressource humaine, les techniciens, pour nous trouver les solutions qui sont attendues par notre peuple. Mesdames et messieurs, restons confiants et gardons à l'esprit que personne ne viendra faire nos pays à notre place.
Toutes les grandes nations se sont construites dans la douleur. Nous sommes à cette étape de la vie de nos nations. Nous gagnerons cette bataille de la souveraineté, Inch'Allah, avec l'engagement de tous et de tous. Je voudrais terminer en rassurant que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation, des préoccupations de nos compatriotes, en particulier les opérateurs économiques, face à la décision de retrait de la situation, de la CEDEAO. Effectivement, le président du patronat vient de nous informer qu'ils sont en train de réfléchir. Le ministre de l'enseignement supérieur nous a informé que les professeurs d'université sont en train de réfléchir. Celui de la justice, nous allons faire une opération de grande envergure dans tous les domaines pour que les gens sachent qu'au Mali, il y a un État souverain, indépendant, avec des dirigeants qui ont décidé d'assumer leur mission historique pendant qu'ils sont là, que le Mali bouge. Après eux, le peuple décidera de ce qu'il faut faire. En vue de la prise en charge des conséquences éventuelles de ce retrait, le Conseil des ministres extraordinaire du 29 janvier, sous la haute présidence du président de la transition, a mis en place un comité de pilotage de haut niveau pour exploiter ce retrait comme une opportunité de développement, de plus de croissance économique, de paix, de stabilité et de réaffirmation de notre souveraineté. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous rassurer que rien ne sera plus comme avant. Il y a l'avant, il y a l'après sortie de la CEDEAO. Retrousser les manches pour, comme je l'ai dit, dans quelques années, ceux-là qui pensent que le Mali est comme leur paillasson, comme notre ministre l'a dit l'autre jour, ils verront que ce malade-là, il n'est plus celui qu'ils avaient dans les années 2000. Il s'est assis, vous l'avez nourri, vous l'avez fait debout, marcher, courir dans le Conseil des Nations. Et il a des dirigeants qui lui ont donné confiance. La confiance, vous êtes dans les affaires, vous le savez. C'est la première des choses chez un homme. Quand vous avez confiance dans ce que vous faites, vous allez réussir. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pourrez pas réussir. Nous voulons que le peuple malien ait confiance en lui-même. Que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous distraire se trompent. Et faire en sorte que le comité de pilotage de haut niveau détermine toutes les opportunités de paix, de stabilité, de réaffirmation de notre souveraineté. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je dis juste quelques mots en Bamanaka. Certains vont dire qu'il est fatigué, il devait s'asseoir, mais c'est un discours fondateur parce que nous sommes à un tournant historique. Donc les questions de fatigue personnelle vont être réglées après. Dans tous les cas, tout le monde va aller dormir. Il faut qu'on marque le coup. Parce que ceux qui ont pensé nous déstabiliser, il faut qu'ils pensent que c'est la déstabilisation va les occuper eux-mêmes. Ils vont se chercher. Parce que la peur a changé de camp depuis le 14 novembre 2023, grâce à notre armée.